Hello, bienvenue sur Report Art. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'août. Je vous préviens niveau expo, visite de lieu. Enfin, si j'ai visité un lieu un peu particulier, mais je vous en parlerai plus tard, potentiellement dans le calendrier de l'Avent pour Noël, donc dans un petit moment, hein. C'est pas tout de suite. Du coup, sinon, je suis pas trop allée en expo du tout, en vrai, parce que je suis en train de vous préparer des trucs pour octobre qui me prennent pas mal de temps. Donc forcément, j'ai pas fait grand chose ce mois-ci à ce niveau-là, mais j'ai quand même vu pas mal de films. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais avec mon copain, on s'est dit qu'on allait faire toute la filmographie de Robert Eggers. Vous le connaissez sûrement pour son dernier film Nosferatu. Et déjà, on a regardé celui-là parce que mon copain ne l'avait pas vu, que moi, étant grande fan de vampires et d'univers gothique, évidemment, je l'avais vu. Et du coup, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant faire toute la filmographie. Donc pour le Nosferatu, je vais pas en reparler, parce que du coup, j'en avais déjà parlé dans un bilan culturel que je vous mettrai dans le petit i. Mais pour les autres films, on va en parler. Donc on a regardé The Witch, qui se passe en Nouvelle-Angleterre, donc c'est le nord-est des États-Unis au XVIIe siècle, où suit une famille qui a été exilée, expulsée. Je suis désolée, il y a la petite Hécate qui joue en bas. Donc si vous entendez des grelots, voilà, c'est mon chat qui joue. Voilà. Mais du coup, qui dit chat dit sorcière, mais passons. Donc, Nouvelle-Angleterre, XVIIe siècle, on suit une famille qui potentiellement a été expulsée du village où ils vivaient parce qu'ils sont considérés comme des hérétiques religieux, ce qui fait qu'on se retrouve dans une ambiance presque à huis clos, même si on a accès à l'extérieur. Mais en fait, tout ce qu'on voit, nous, c'est la maison qui est vraiment seule, paumée dans un champ entouré de forêt, l'extérieur de cette maison et cette fameuse forêt qui est très étrange, et il va y avoir des choses très bizarres qui vont se produire, notamment la disparition du nouveau-né de la famille, de temps en temps des disparitions des enfants de la famille, une ambiance très brumeuse, très automne, très marécage, très très dark. Il y a quelques scènes un peu sanglantes pour les plus sensibles, voilà. Mais c'est plus un film qui va jouer sur les angoisses et sur ce qu'on ne voit pas mais qu'on peut sentir. Je ne sais pas comment on va dire. On sent qu'il y a une présence mais on ne la voit pas, et voilà, ça va jouer un petit peu sur cette angoisse, etc. Et du coup, toute la famille va se monter la tête les uns contre les autres parce que chacun s'accuse des choses étranges qui se produisent dans cette famille. Donc forcément, vous doutez, ça va pas forcément très bien finir. Moi, je l'ai plutôt bien aimé, mais parce que c'est un sujet forcément qui va me plaire. Des gens paumés, des gens reclus dans une forêt avec potentiellement de la sorcellerie. Moi, ça me plaît, plus univers un peu gothique, etc. J'aime beaucoup. Donc celui-là, je pense, enfin de toute façon, je regarde les titres là, mais je pense que évidemment, mon préféré c'était Nosferatu. Au total, j'ai 4 films d'Eggers, je ne sais pas comment ça se prononce. Nosferatu, je le mets en 1. The Witch, je mets en top 3, parce qu'en top 2, je mets The Lighthouse. Donc, The Lighthouse, ça parle. On va suivre 2 personnages. Est-ce que c'est aussi en Nouvelle-Angleterre? Je crois. Mais on va suivre 2 personnages qui sont donc des gardiens de phare. Donc, on a un peu celui qui a fait ça un peu toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie en tout cas, qui est habitué, c'est son phare quoi, et il fait un peu chasse gardée de certaines zones dans le phare justement. Et on a un nouvel arrivant qui, on va dire, arrive tout juste après sa formation de gardien de phare, et c'est un peu sa première mission de gardiennage. C'est un film qui est tout en noir et blanc, et je trouve que c'est... Comment dire, c'est pas une utilisation en noir et blanc pour rien. Je suis désolée si je regarde par là, mais j'ai une petite andouille qui fait des bêtises. Donc c'est un film qui est tout en noir et blanc, mais je trouve que
au-delà de l'esthétique, ça apportait vachement un truc à l'ambiance un peu sombre, encore une fois cloisonnée, parce qu'ils sont sur une petite île avec ce phare, ils n'ont pas de contact avec d'autres humains, avec des villes, etc. Et ils doivent attendre à peu près, je sais plus tous les combien, l'arrivée d'un bateau pour réavoir des provisions, etc. Mais encore une fois, il va se passer des choses un peu étranges et surnaturelles dans ce lieu. Au début, on ne sait pas vraiment si est-ce que c'est vraiment du surnaturel ou si c'est juste des hallucinations des gardiens, parce que c'est quand même un métier dur là où ils sont. En plus, c'est compliqué. Ils n'ont pas beaucoup à manger. Il y a de l'alcool dans le phare aussi. Donc, on a toujours ce doute. Il y a des scènes qui peuvent être dérangeantes, encore une fois, donc je préfère prévenir pour les plus sensibles, mais ça va être à peu près ça pour tous ces films. Donc voilà, si vous êtes sensible, c'est peut-être pas forcément les meilleurs films. Après, j'en sais pas tout le film. C'est des moments particuliers où il y a une exagération de la violence qui, comment dire, participe à la potentielle folie des personnages. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai bien aimé. Par contre, je pense que ceux qui ont du mal avec des films qui ont un rythme lent, ça peut ne pas vous plaire. Mais moi, je trouvais que ça participait à l'ennui aussi que peuvent avoir ces gardiens de phare. Donc, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Et il y a quelques petits liens avec la mythologie nordique. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, pourquoi pas. Mais vraiment, j'ai trouvé que esthétiquement, et même il y a eu des plans que j'ai trouvé vraiment beaux. Et vraiment très très stylé pour un film. Donc voilà, ça c'est top 2. Top 3, on avait dit The Witch. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est The Northman, mais c'était assez logique parce que moi je vois ce film-là, enfin je vois l'affiche et tout, je vois la bande-annonce, je me dis aïe aïe aïe, ça va être du mascu, de la testostérone. Effectivement, on est dans des mythes un peu vikings et nordiques. Mais là, on est sur du mal, quoi. Et moi, c'est vraiment les trucs que je peux pas, j'aime pas du tout. Pour autant, ça reste quand même un bon film, même si j'ai trouvé que c'était très prévisible. Globalement, on va suivre un prince, est-ce qu'on peut appeler ça un prince? Je suis vraiment désolée, mais en viking, j'y connais genre vraiment rien du tout. C'est assez catastrophique, faudrait que je répare un petit peu ça. Mais on va suivre un prince héritier d'un clan viking nordique. I don't know, me jugez pas. Bref. Malheureusement, son père s'est fait tuer à la suite d'un complot et donc lui va fuir et va se promettre de venger la mort de son père et de reprendre sa place sur le trône. C'est son oncle notamment qui a volé le trône à son propre frère, qui est le père du personnage principal. Vraiment, j'ai perdu l'habitude d'expliquer les choses. Bref. Et du coup, on va le suivre un peu dans ce périple. Au début, il a un peu oublié sa quête, on va dire, et il va être mis sur le droit chemin. Et pour suivre sa destinée dans le sens grec du terme, quoi. Donc, forcément, quand on est habitué à ce genre de trame d'héritiers déchus, etc., qui cherchent absolument la vengeance, blablabla, les péripéties qui vont suivre, c'est très prévisible, va avoir un peu de sorcellerie. Là, on n'est pas en huis clos, même s'il y a un moment où on se retrouve dans le village justement de ce fameux oncle, où on va rester quand même pas mal de temps là-dedans, mais on n'est pas en huis clos. Après, franchement, je vous dis, c'était très prévisible, donc j'ai eu aucune surprise. Les scènes de bataille, moi, ça m'a pas impressionné plus que ça, parce que vraiment, c'est des hommes full testo qui se bagarrent, quoi. Donc moi, c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. Donc pour moi, ça a été celui que j'ai le moins aimé, mais pour autant, ça reste divertissant et même si on sait comment ça va se finir, on a quand même envie un peu de savoir est-ce qu'il va réussir à se venger ou non. Et puis voilà. Donc ça, c'était tout pour Robert Eggers, mais j'ai quand même vu d'autres films. Alors là, on est sur un tout autre registre. J'ai regardé Rosaline, qui est un film comédie romantique, on va dire, où en fait on est clairement dans Roméo et Juliette, sauf qu'on suit la cousine de Juliette qui s'appelle Rosaline.
son premier amour est Roméo, mais très vite ce premier amour va se finir parce que Roméo sera un peu plus intéressé par la cousine de Rosaline, qui est donc Juliette, d'où la fameuse histoire, etc. Donc on va suivre cette histoire plus dans les coulisses, on va dire, et voilà, ça va reprendre un petit peu cette pièce. En vrai, c'est fun, c'est pas un film excellent, mais c'est un film très divertissant. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus léger et sympatoche à regarder avant la rentrée, franchement, ça fait très très bien le taf et les costumes sont plutôt cool. Donc voilà, je vous recommande. Et le dernier film que j'ai vu, c'est parce qu'en ce moment, je cherche des films pour reprendre un peu les analyses des œuvres d'art dans les films. Et du coup, je vous avais demandé notamment des titres. Et là, du coup, on m'avait conseillé La Belle et la Bête de Cocteau, que j'avais vu il y a très longtemps. Mais évidemment, enfin, pour moi, c'est un film que j'avais apprécié. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui est majeur, notamment pour Jacques Demy, qui plus tard va réaliser Peau d'âne. Et vraiment, on ressent fortement les inspi et du pourquoi, du comment il fait un hommage à Jean Cocteau. Donc, si vous avez aimé Peau d'âne, par exemple, de Demy, je vous conseille forcément d'aller voir La Belle et la Bête de Cocteau, qui est un film dans les années 40 en noir et blanc, mais où l'utilisation des effets spéciaux est assez cool. Enfin, les astuces qu'ils ont pu trouver sont... Franchement, c'est cool pour les années 40, je trouve. Les costumes sont sublimissimes. Et on comprend après pourquoi les costumes chez Peau d'âne de Demy vont être sublimissimes. Donc forcément, c'est l'histoire de La Belle et la Bête, mais basée sur le livre de je ne sais plus quelle madame que je vous mets là. Donc c'est basé sur cette version-là. Donc contrairement peut-être à ce que vous pensez de La Belle et la Bête, il y a quelques petits changements. C'est un film franchement qui passe tout seul, qui est très très bien, qui je trouve que pour la période automnale qui arrive, il y a un petit côté un peu... je dirais peut-être pas gothique, mais il y a un petit côté médiéval qui peut être assez sympa pour l'entrée dans l'automne, voire pour la période de décembre. C'est un classique à voir dans tous les cas. Malheureusement, moi, pour les vidéos type les œuvres d'art dans les films, il n'y a pas assez d'œuvres d'art pour que je puisse en faire une vidéo. J'avais repéré quelques petits trucs, mais bon, il n'y aura pas assez pour que ça en fasse une vidéo. Mais j'ai passé un excellent moment et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et du coup, après, on va pouvoir passer aux séries et documentaires. Donc, comme beaucoup, j'ai forcément regardé la première partie de la saison 2 de Mercredi de la famille Addams. Attendez, je vais prendre un peu de café pour qu'on en parle parce que... Alors, j'avais quand même bien aimé la saison 1 à l'époque, même si je trouvais qu'effectivement il y avait quelques défauts, notamment je ne voyais pas particulièrement Mercredi avoir une romance type teen série. Il y avait quelques petits trucs, je crois que j'avais pas trop apprécié, mais dans l'ensemble c'était assez cool. Le problème dans cette seconde saison, vraiment il va falloir apprendre à parler, c'est qu'il y a beaucoup trop d'intrigues pour cette première partie. Déjà on se demande est-ce qu'ils vont réussir à tout finir. Il y a des intrigues qu'on pensait être finies en saison 1 qui reprennent en saison 2 alors que si on voulait les reprendre, fallait peut-être attendre, genre, je sais pas, saison 3, saison 4, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je trouve que c'est un peu précipité sur certaines choses, notamment, du coup, par exemple, l'intrigue avec Tyler. Mon Dieu. On a quand même... en fait, c'est très, très fouillis. Après, j'apprécie qu'on voit peut-être un petit peu plus Gomez et Morticia. Parce qu'ils vont avoir un rôle pour l'école et voilà, ça j'ai bien aimé. Il y a certains personnages où je suis très triste de comment ils évoluent, notamment Enid, donc qui est censée être devenue la meilleure amie de Mercredi, qui du coup a, ceux qui n'ont pas vu la saison 1, c'est un spoil, mais bon, ça va pas vous changer la vie plus que ça. Elle a réussi à transmuter en loup-garou et du coup toute sa personnalité a changé. Donc forcément la romance qu'elle avait dans la saison 1, elle n'en veut plus. Elle préfère quelqu'un d'autre, bref. Et en fait, moi mon problème c'est que on voit Enid que à travers ses intrigues amoureuses. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'elle a un perso quand même cool.
Elle a réussi à transmuter, ce qui est une super bonne nouvelle pour elle. On sent qu'elle a plus confiance en elle, etc. Et j'aurais aimé qu'on parle d'autres choses. Voilà, à voir dans la partie 2 bien évidemment, mais vu comment la partie 1 est partie, j'ai peur que en partie 2, on n'arrive pas à conclure tout ce qu'il y a à conclure. Voilà, donc je suis assez mitigée sur cette première partie, même si au niveau esthétique, il y a des trucs qui sont toujours aussi fun, etc. Voilà quoi. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, ce petit monstre qui a bien poussé et qui ne veut pas me laisser tranquille. Hein? Est-ce que tu dis bonjour à la caméra? Oui? Non. Ensuite, la prochaine série que j'ai regardée, c'est Rival, qui va raconter la naissance d'une nouvelle chaîne télévisée en Angleterre dans les années 80 et une époque où la télé essaye un peu de se renouveler, notamment à travers ses talk shows, etc., etc. On suit du coup en parallèle un petit peu la société un peu bourgeoise. Je crois qu'ils sont proches de Londres, mais ils sont plus en campagne anglaise, et du coup je ne sais plus si la chaîne c'est genre une chaîne de télévision londonienne, nationale, ou si c'est un truc un peu plus régional, je ne sais plus. Mais en tout cas, on va suivre un petit peu toutes les magouilles parce que forcément, on va avoir une concurrence avec une chaîne plus grosse, etc. Avec des patrons, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, en parallèle de ça, on suit la vie privée des différents personnages. Franchement, j'ai trouvé que c'était fun. Je l'ai regardé, je pense, en 2 jours, ce qui est quand même très bon signe. J'ai bien aimé, j'aime bien le développement des personnages. Par contre, il y a une relation qui me met peut-être un petit peu mal à l'aise, même si effectivement les 2 acteurs ont beaucoup d'alchimie, mais j'aime pas particulièrement le fait que ça soit un peu romantisé. C'est qu'il y a un personnage très influent avec beaucoup de pouvoir qui doit avoir genre la quarantaine passée, et une jeune femme qui est cuistot, qui a 20 ans. Retenez. Qui a 20 ans, qui sait pas particulièrement ce qu'elle veut faire de sa vie, qui est un peu paumée, qui est la fille d'une famille où son père ne supporte pas ce fameux monsieur de 40 ans. Et il y a une espèce de petite romance et de tension romantique et sexuelle qui s'installe entre les deux. Et j'avoue que, en fait, dans la série, c'est vraiment très romantisé et fait en sorte que forcément on a envie qu'ils finissent ensemble, on a envie qu'il se passe un truc entre les deux, mais je trouve ça un petit peu malsain parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes rapports de force et je trouve ça un peu compliqué. Donc à voir comment ça va évoluer. Je crois que c'est une série aussi qui est basée sur un livre et je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas si c'est encore pire dans le livre et qu'ils ont un peu adouci le truc dans la série. Donc voilà, mais vraiment, franchement, elle est très fun. Ça parle forcément de pouvoir, d'ambition. Ça parle un petit peu du contexte politique en Angleterre dans les années 80. Donc, si je dis pas de bêtises, avec Thatcher. Oui, avec Thatcher. Oui, parce qu'à un moment, il y a un truc avec Thatcher, mais voilà. Donc, moi, j'aimais bien. Puis, on est vraiment dans l'ambiance anglaise et tout. Donc, si vous aimez bien, je vous conseille quand même fortement, c'est un très bon moment à passer. Et la dernière série que j'ai regardée, après on passera au documentaire, c'est Twin Peaks. J'avais jamais vu Twin Peaks. Donc de David Lynch et de son camarade, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, parce qu'évidemment tout le monde va retenir David Lynch, mais moins le deuxième, et j'ai oublié son nom. Donc Twin Peaks, c'est une série qui se base genre vraiment sur les feuilletons clichés qu'il y a dans les années 80-90, un peu telenovela, mais version feuilleton américain, avec la petite famille parfaite, ce genre de truc. Donc là, on va se retrouver dans une ville qui m'a l'air d'être plutôt au nord des États-Unis, à la frontière du Canada. On est vraiment dans une ambiance petite ville avec des pins, des forêts de pins de partout. Et notamment, l'économie de la ville est basée sur une scierie. Au vu de la quantité d'arbres qu'il y a dans cette région. Sauf que un jour, on découvre un corps dans cette ville, on découvre le corps de Laura Palmer, une lycéenne sans histoire, vraiment la petite lycéenne
cliché des séries américaines, donc blonde aux yeux bleus, dans une famille parfaite, qui a été élue reine du bal de promo, qui a un petit copain sportif, etc. Vraiment le cliché. Mais ce que va faire du coup David Lynch, c'est qu'il va ajouter des choses très étranges dans cette ville, dans la trame de l'histoire, où on va avoir un peu de bizarreries et de surnaturel qui vont s'inviter dans cette ville. Et évidemment, on va se rendre compte que la famille parfaite n'est pas forcément parfaite, que les gens cachent beaucoup de secrets et de choses. Et tout ça se fait au cours d'une enquête avec un agent du FBI qui arrive dans cette ville pour collaborer avec le shérif et découvrir qui a tué Laura Palmer, qui est la question qui revient sans cesse et qui est devenue une question iconique dans le monde du cinéma et de la télévision. Bref, je vous le recommande en vrai fortement parce que j'ai vu la saison 1, j'ai pas fini la saison 2, mais je sais déjà qui a tué Laura Palmer. Et vraiment, je trouve que pareil, encore une fois, dans cet esprit un peu arrivée future de l'automne, moi je suis déjà en automne dans ma tête, mais c'est un autre sujet, mais pour la future arrivée de l'automne, c'est une très bonne série. Après, elle est vraiment dans son jus des années 90, je préfère vous prévenir, mais je trouve qu'elle a pas si mal vieilli que ça. Voilà. Donc je vous recommande fortement, mais bon, c'est un grand classique, donc voilà. Pour les documentaires sur Arte, j'ai regardé un documentaire sur Frankenstein et du pourquoi, du comment, du coup. C'est un livre important, iconique, et qui raconte un petit peu son histoire, comment ça a été créé, son impact, qu'est-ce que ça dit niveau contexte historique et politique. Un peu une analyse, mais un peu plus fun, parce que c'est en forme de documentaire, donc voilà, je vous recommande si... Ça se sent, je suis dans une vibe automne avec mes trucs, mais voilà, je vous conseille si ça vous intéresse. Et ensuite, le documentaire que j'ai regardé, c'est Ballroom sur France TV Slash, je crois que c'est ça, oui, où on va suivre du coup la House of Revlon tout au long, je ne sais pas pendant combien de temps ils ont été suivis, je pense pas que ça a été 1 an, mais pendant un petit temps on va suivre cette maison qui va du coup nous expliquer qu'est-ce que la scène ballroom, nous expliquer le vocabulaire qui correspond au ball, aux différentes épreuves, etc. Et nous expliquer aussi que faire partie d'une house dans la ballroom scene, c'est pas juste faire des compétitions de danse, de beauté, de charisme, j'ai envie de dire, etc. C'est aussi trouver une deuxième famille ou même une famille tout court. Et franchement, j'ai trouvé que ça fait vraiment le taf pour le grand public et que c'est trop cool d'avoir un documentaire sur la ballroom scene en France. Parce que forcément j'avais vu Paris is Burning, mais du coup qui se passe à New York, et j'avais envie d'avoir un documentaire sur ce qui se passe en France, donc trop contente d'être tombée sur ce documentaire, et j'espère tellement qu'il y aura une saison 2 parce qu'il y a des parcours de vie, on a envie de voir si certaines personnes vont aller mieux, vont s'en sortir, si ça se passe bien maintenant pour eux, etc. Parce que, oui, je préviens, il peut y avoir des sujets un peu lourds qui vont être abordés dans certains épisodes. Mais c'est nécessaire d'en parler. Et je trouve que, pareil, ça a été bien filmé. Je trouve aussi que ça a été bien filmé, qu'on sent pas un œil voyeuriste un peu malsain. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Et je vous recommande fortement d'aller voir ça, notamment pour soutenir le projet, tout simplement. Et espérer une saison 2. Voilà. Et du coup, là j'ai fini sur série documentaire, les livres. Comme d'habitude, j'en ai commencé plein. J'ai presque fini un de mes livres, mais j'en ai commencé genre vraiment plein. Est-ce que je vous fais un listing de ce que j'ai commencé? Allez, j'ai commencé un Cozy Mystery en anglais, j'ai oublié le nom, qui est plutôt sympatoche. J'ai commencé The Five Crowns, un truc comme ça. Je retiens jamais les titres quand c'est des trucs comme ça de fantasy. Et Peau d'âme. Je crois que c'est tout. Et puis j'ai des trucs en cours que j'ai laissés dans ma liseuse parce que comme je prends plus les transports, en fait, je lis moins, étonnamment. Et puis je lis beaucoup de choses à côté pour préparer ce que j'ai en octobre. Donc
à voir si je vais enfin finir de les lire, bref. Et par contre, niveau jeux vidéo, j'ai un petit jeu à vous conseiller, notamment si vous aimez lire, mais pas que. C'est The Tiny Book Shop, qui est donc un jeu indépendant où vous avez une petite roulotte où vous vous baladez dans une ville pour vendre des bouquins d'occasion. En gros, voilà, vous êtes une librairie ambulante, vous pouvez customer votre roulotte, vous pouvez du coup choisir un petit peu quel type de bouquin vous voulez vendre, que ce soit, je sais pas, de la jeunesse, du drame, de la fantaisie, du factuel, des classiques, du policier, ce genre de trucs. C'est trop bien. Et les livres que vous vendez, c'est vraiment des livres qui existent dans la vraie vie. Donc vous pouvez vendre, je sais pas, du Agatha Christie, vous pouvez vendre genre Narnia, des trucs comme ça. C'est assez cool et de temps en temps vos clients vous demandent des recommandations parce qu'ils ne trouvent pas, parce qu'ils ont besoin de votre aide tout simplement pour trouver un livre, et en fonction des lieux où vous allez dans la ville, forcément, je sais pas moi, au niveau de la plage, comme il y a beaucoup d'enfants, vous allez plus vendre de la jeunesse, mais au niveau du café, il y en a beaucoup qui aiment les mystères policiers, etc. Enfin voilà, donc c'est trop bien, et on peut se dire que ça va être un petit peu redondant comme jeu, mais en fait au fil des saisons, on va avoir des événements, etc. Et puis il y a quelques habitués avec lesquels vous tissez un peu plus de liens. Et notamment hier, quand j'étais en train de jouer, il y a eu un petit retournement de situation où je m'y attendais pas dans le jeu. Je me suis dit « Ah !» Donc le jeu va pouvoir évoluer comme ça. Donc franchement, trop cool. Franchement, il est super cosy. Donc pareil, si vous voulez pas un jeu stressant, vous prendre la tête sur un jeu, c'est vraiment un jeu parfait, notamment encore une fois pour l'arrivée de l'automne, voilà. Mais je crois que c'est tout pour les recos d'aujourd'hui. Je sais pas, j'espère que ça vous intéressait, peut-être on a des choses en commun ce mois-ci, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à me dire ou à me conseiller des trucs, moi je suis toujours preneuse comme d'habitude, et nous on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!